Je sais pas si vous suivez Cathédrale Osseuse, mais faut le suivre, hein, il est cool. Lui, il fait le contraire de moi, il fait pas du putaclic. Mais en vrai, je trouve que sa chaîne, elle est assez basée. Il fait des lectures, il fait des analyses et tout. C'est assez cool. Hein. Alors là, on a dressé un paysage synthétique, imparfait, de ce qu'a été mai 68. Moi, j'aimerais bien convoquer une figure pour éclairer encore un peu notre lanterne, c'est Michel Clouscar. Alors Clouscar, c'est une figure marxiste française très décriée, qui a été et qui est encore aujourd'hui appropriée largement par l'extrême droite. On fait de Clouscar une figure du rouge-brunisme. Donc loin des caricatures, voilà, sans rentrer dans le détail de l'œuvre de Clouscar, j'aimerais juste spécifier son analyse de mai 68. Donc ce que Clouscar analyse, c'est une mutation profonde du capitalisme. Il y a une extension des marchés, notamment les marchés du désir qui émergent. Donc ce qui va se jouer aussi, c'est un remodelage de la stratification sociale. Il y a de nouvelles classes qui apparaissent dans cette séquence. En fait, il y a une tertiarisation de l'économie. Il parle de mai 68, hein. Il parle de mai 68, il dit qu'il y a un remodelage en fait de la structure de classe avec une émergence de classes intermédiaires et de tout un tas de classes en fait qu'il n'y avait pas dans le capitalisme un petit peu plus primitif, un petit peu plus archaïque. Avant 1945, dans les sociétés traditionnelles, on n'a pas besoin d'avoir des techniciens, des ingénieurs, des cadres administratifs ou des cadres tout court. Il y en a beaucoup moins besoin. Et on a l'émergence en fait de cette fameuse, après qu'on appelait classe moyenne, entre 1945 et 1970. Et la thèse de Clouscar, au final, c'est que 1968, c'est, il appelle ça lui le 14 juillet des classes moyennes. C'est-à-dire que c'est pas une révolution prolétarienne, mais ces classes moyennes qui poussaient, qui se développaient, n'avaient aucun pouvoir en France et leur idéologie n'était pas du tout prise en compte. L'idéologie qui dominait était l'idéologie de Gaulle, qui était l'idéologie en gros de la bourgeoisie réactionnaire, de la bourgeoisie traditionnelle. Et donc 1968, il y a une redistribution un peu idéologique, une redistribution aussi des parts du gâteau, en faveur aussi de cette classe moyenne et d'une nouvelle bourgeoisie qui a émergé, qui est la bourgeoisie qu'on connaît un peu plus de centre-gauche, quoi. Je vous fais pas un dessin, quoi, vous connaissez tout ça. Et l'expression directe de la tertiarisation de cette économie, c'est l'émergence d'une nouvelle petite bourgeoisie qui va venir remettre en question l'hégémonie de la petite bourgeoisie traditionnelle. Voilà ce que Clouscar analyse. Cette nouvelle petite bourgeoisie, en s'éloignant d'une sociologie marxiste orthodoxe, cette nouvelle petite bourgeoisie, comment Clouscar va faire pour l'élaborer? Il va dire que c'est la jonction entre une partie du prolétariat et de la petite bourgeoisie traditionnelle, donc ce qui peut être discutable. Donc Clouscar dit, là où la petite bourgeoisie classique réinvestit dans la production, la nouvelle petite bourgeoisie a le champ libre pour dépenser dans une consommation immédiate. Et donc c'est la fameuse société de consommation. Sauf que Clouscar, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il remet en question cette idée cette idée de société de consommation. Il remet cette idée en question et il la situe. Il en donne une lecture de classe. La société de consommation. Ça, c'est peut-être très nouveau ou très vu et revu selon si vous connaissez un peu l'œuvre de Clouscar. Je sais pas à quel point vous entendez parler de Clouscar souvent, mais c'est intéressant, je trouve, quand il dit ça. Il dit la société de consommation, en fait, c'est la société de consommation, faut demander pour qui, quoi. La société de consommation, c'est pas pour le prolo, en fait. La société de consommation, c'est pour une certaine classe, en fait. C'est pour la classe dominante. S'il y avait une société de consommation, il dit, ça voudrait dire que ceux qui produisent consomment ce qu'ils produisent. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a plus de classe, en fait. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'exploitation. Et il dit, bah c'est pas le cas. Donc il n'y a pas de société de consommation pour Clouscar. Consommation, oui, mais d'un certain point de vue. C'est quelque chose de situé. Certaines classes ont accès à ce nouveau mode de vie, mais pas le prolétariat. Le prolétariat n'accède pas à la société de consommation car il a globalement un usage fonctionnel et non distractif ou esthétisant des biens qu'il acquiert. Pour synthétiser un peu cette séquence, Clouscar va trouver une formule qui est assez connue. Tout est permis, mais rien n'est possible. Ce que ça veut dire, c'est que tout est permis sur le papier, mais rien n'est possible dans les faits. Le prolétariat reste dépossédé de son destin, soumis à l'exploitation, aliéné. Il n'a accès qu'à une infime partie de ce qu'il produit. Donc le travail de Clouscar... J'irai plus loin. Tout est permis, mais rien n'est possible. C'est une formule assez jolie de Clouscar, où il montre aussi justement que pour accéder à une consommation plus large, il y a tout un développement de liberté individuelle, et une mise en avant même de modes de consommation qu'il appelle permissifs, par exemple la drogue, le sexe, des choses comme ça qu'il n'y avait pas avant, sur lesquels on va établir des nouveaux marchés qu'il appelle les nouveaux marchés du désir. Et c'est ça, tout est permis. Avant, sous le général de Gaulle, vous pouviez pas dire voilà, je consomme, je sais pas, de la cocaïne. Vous passez pas, enfin, cette manière d'être cool, on va dire, comme à porter une certaine classe 68arde par le biais de choses permissives.
Ça n'existait pas avant, ça s'est développé en fait jusqu'en mai 68 et après c'est devenu quelque chose de mis en avant par la classe dominante bourgeoise de gauche quoi en gros. Et donc tout est permis, rien n'est possible, c'est ça, c'est tout est permis. Vous avez le droit maintenant de dire regardez, je consomme de la cocaïne. Par contre, vous êtes toujours exploité en fait, et vous n'avez pas de possibilité collective quoi. Vos libertés restent des libertés purement individuelles et une liberté collective de choisir ce qu'on veut du devenir des travailleurs dans le pays. En fait, non, c'est toujours impossible. Kluskar, il est important déjà pour avoir une lecture du remodelage social qui s'opère à ce moment-là, et il est aussi important pour faire la critique du mythe de la société de consommation, parce qu'il est important de rappeler effectivement que, encore aujourd'hui, le prolétariat reste exploité, soumis à l'aliénation capitaliste, et a accès que marginalement aux biens qui sont produits, aux richesses produites. Sur ce point, ce qui est pas mal révélateur des événements de mai 68, c'est qu'on avait déjà des critiques qui étaient émises comme quoi non mais il y a cette société de consommation qui arrive, donc pourquoi on aurait quelque chose comme mai 68, donc une grève générale assez massive. Or c'est quand même arrivé. Oui, c'est intéressant. En fait, on est sur une période où il y a un PIB qui oscille entre 4 et 6%, donc il y a de la croissance. Mais par contraste, effectivement, il y a quand même des contraintes économiques qui poussent au cul du mouvement ouvrier. Bref, je vous invite, vous pouvez aller voir l'entretien complet, mais c'est assez sympa ce qu'il fait Cathédrale osseuse. Dans le chat, là, il y a quelqu'un qui dit une illusion de liberté, du coup. Il y a de ça, il y a une illusion de liberté mise en avant, mais il y a aussi des libertés réelles, mais ce qu'il dit, en fait, c'est que ces libertés, elles ne peuvent s'arrêter qu'à des libertés individuelles, en réalité, mais individuelles dans le mauvais, enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens un peu restreint du terme, parce qu'évidemment, le but du communisme, c'est d'avoir de plus grandes libertés individuelles, par une émancipation collective aussi. Sauf que là, le côté émancipation collective, il est pas trop là, quoi. Et on a une liberté qui s'arrête souvent à des modes de consommation, quoi. Ça marche à l'international, cette lecture de 68 ? Il y a derrière mai 68 quelque chose qui se joue sur le plan international, évidemment. Mais c'est quand même franco-français. L'analyse, elle marche, elle est faite pour la société française, elle est faite dans le cadre français, avec aussi les ingérences américaines du plan Marshall, tout ça. Il y a une prise en compte un peu internationale, mais c'est pas une analyse internationale. Après, évidemment que ce qui s'est passé, la dite société de consommation, c'est pas un fait uniquement français. Ce serait intéressant de voir, il y a peut-être des auteurs qui ont fait la même chose, je sais pas, sur l'Italie par exemple. L'Italie qui a vécu aussi quelque chose comme ça, le développement de la société de consommation après la guerre. Ça doit être assez intéressant.